J'ai oublié de dire à ma femme que j'avais installé des caméras cachées, alors j'ai décidé de simplement regarder. Je m'appelle Robert. Voici ce qui s'est passé quand j'ai décidé de regarder les enregistrements vidéo des caméras cachées que j'avais installées sans en parler à ma femme. Ce que j'ai vu a fait voler en éclats tout ce que je croyais autrefois sur l'amour et le mariage. Quand j'ai rencontré Lana, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, économisant de l'argent pour suivre des cours en éducation de la petite enfance. Elle était gentille, patiente et dégageait une chaleur qui me rappelait les plus belles qualités de ma mère. Lana semblait apprécier mon dévouement à construire un avenir stable, et elle comprenait que ma volonté de réussir venait d'un sentiment d'amour plutôt que d'ambition. Nous sommes sortis ensemble pendant des années avant que je ne la demande en mariage. À ce moment-là, j'avais été promu 2 fois et je gagnais assez pour nous faire vivre tous les deux confortablement. Lana parlait de son désir de devenir mère au foyer un jour, et j'adorais l'idée de pouvoir lui offrir cette possibilité. Ma propre mère n'avait jamais eu le luxe de choisir entre le travail et la famille. Elle avait eu besoin de ces 2 emplois juste pour payer le loyer et faire les courses. Les premières années de notre mariage ressemblaient à tout ce que j'avais espéré. Nous avons acheté une petite maison dans un quartier correct, et je me suis jeté à corps perdu dans le travail avec l'objectif d'offrir à Lana la sécurité et le confort. Je travaillais généralement 50 à 60 heures par semaine, mais je m'assurais que, lorsque j'étais à la maison, j'étais pleinement présent. Nous dînions ensemble la plupart des soirs et passions du temps l'un avec l'autre. Le souvenir qui a façonné toute mon approche de la famille et des relations s'est produit quand j'avais 8 ans. Mon père a disparu de ma vie, laissant derrière lui une note sur le comptoir de la cuisine expliquant que la pression financière était trop forte, qu'il ne pouvait pas supporter la responsabilité de subvenir aux besoins d'une famille alors que chaque mois ressemblait à une noyade. Ma mère a trouvé cette note en rentrant après m'avoir déposé à l'école. Quand je suis rentré cet après-midi-là, elle avait déjà commencé à élaborer des plans pour notre survie. Elle n'a jamais dit un mot de mal de mon père devant moi, ne m'a jamais utilisé comme une arme pour exprimer la colère ou la peine qu'elle pouvait ressentir. Au lieu de ça, elle s'est simplement mise au travail. Elle a pris plusieurs emplois pour nous maintenir à flot. Je passais beaucoup de temps avec des baby-sittés et dans des programmes périscolaires. Mais quand ma mère était à la maison, elle était complètement présente. Voir ma mère travailler jusqu'à l'épuisement pour maintenir notre petite famille unie m'a fait comprendre quelque chose de fondamental sur la responsabilité. Elle ne s'est jamais plainte, ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, n'a jamais suggéré que la vie serait plus facile si elle n'avait pas à s'occuper de moi. Elle faisait simplement ce qui devait être fait, jour après jour, année après année. Quelque part durant ces années difficiles, je me suis fait une promesse. Si jamais j'avais la chance d'avoir ma propre famille, je ne les abandonnerai jamais comme mon père nous avait abandonnés. Je travaillerai aussi dur que nécessaire pour leur offrir stabilité et sécurité. Et je ne laisserai jamais les gens que j'aime ressentir le genre d'incertitude et de peur qui avait défini mon enfance. Cette promesse est devenue la force motrice de tout ce que je faisais. J'ai travaillé dur à l'école, non pas parce que j'étais naturellement doué pour les études, mais parce que je comprenais que l'éducation était la voie vers de meilleures opportunités à cette époque. J'ai pris un travail à 16 ans, économisant chaque dollar que je pouvais pour l'université communautaire. Après mon diplôme, j'ai trouvé un emploi de conseiller financier junior et j'ai lentement bâti une carrière qui pourrait soutenir le genre de vie que j'avais rêvé d'offrir à une famille. Quand ma femme Lana est tombée enceinte, nous étions tous les deux ravis. Nous étions mariés depuis 3 ans à ce moment-là et nous nous sentions prêts à fonder une famille. Lana a suggéré de quitter son travail pour se consacrer entièrement à son rôle de mère, et j'ai soutenu cette décision sans la moindre hésitation. C'était exactement ce pourquoi j'avais travaillé, être capable de subvenir à nos besoins suffisamment bien pour que ma femme puisse choisir de se consacrer à l'éducation de notre enfant. J'ai augmenté mes heures de travail pour compenser la perte du revenu de Lana, mais cela en valait la peine. Quand Connor est né, en parfaite santé, j'ai senti que j'avais réussi à tenir la promesse que je m'étais faite enfant. Je subvenais aux besoins de ma famille d'une manière que mon père n'avait jamais pu faire pour nous. Les années qui ont suivi semblaient presque trop belles pour être vraies. Lana s'est merveilleusement adaptée à la maternité, et Connor était un enfant heureux et en bonne santé qui franchissait toutes ses étapes de développement dans les temps. Nous avons pu déménager dans une plus grande maison dans un meilleur quartier quand Connor a eu 2 ans. Lana semblait sincèrement contente de sa vie de mère au foyer. Elle ne s'est jamais plainte de mes horaires de travail et ne m'a jamais fait culpabiliser pour les longues heures que je passais à maintenir notre style de vie. Je me sentais incroyablement béni durant cette période.
Lana semblait comprendre que mon dévouement au travail était motivé par l'amour pour notre famille plutôt que par un désir d'éviter les responsabilités domestiques. Quand j'étais à la maison, j'étais pleinement engagé, jouant avec Connor, aidant au rituel du coucher, m'occupant des tâches ménagères que Lana ne pouvait pas gérer avec un jeune enfant. Quand Connor a eu 4 ans, il allait à la maternelle 3 jours par semaine, ce qui laissait à Lana un peu de temps pour elle pendant que j'étais au travail. Elle utilisait ce temps pour faire les courses, prendre des rendez-vous et déjeuner occasionnellement avec des amis. Notre routine semblait confortable et durable, et je croyais que nous avions atteint le genre de stabilité familiale que j'avais toujours voulu offrir. La première perturbation dans notre vie paisible est venue sous la forme de rapports de criminalité dans le voisinage. En l'espace de 6 semaines, il y avait eu 4 cambriolages dans un rayon de 3 pâtés de maison de notre domicile. Le schéma semblait être des intrusions en plein jour, lorsque les propriétaires étaient au travail, les voleurs ciblant l'électronique, les bijoux et les petits objets de valeur qui pouvaient être rapidement emportés. Notre quartier avait toujours semblé sûr, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles nous avions choisi d'y déménager à la naissance de Connor. L'idée que notre maison puisse être vulnérable pendant que j'étais au travail m'inquiétait, d'autant plus que Lana y était souvent seule. Même si elle était à la maison la plupart du temps, il lui arrivait de faire des courses, d'emmener Connor au parc ou de rendre visite à des amis, laissant la maison vide pendant des heures. Lors de la réunion de quartier organisée pour discuter des cambriolages, plusieurs voisins ont mentionné l'installation de systèmes de sécurité ou de caméras. Le policier qui s'est adressé au groupe a recommandé des mesures de dissuasion visibles comme des pancartes de société de sécurité et des lumières à détecteur de mouvement, mais il a également suggéré que des caméras cachées pourraient être précieuses pour l'identification si un cambriolage se produisait. J'ai passé la semaine suivante à rechercher des systèmes de caméras de sécurité adaptés à nos besoins. Je ne voulais pas quelque chose de trop compliqué ou de cher, juste une couverture de base qui nous apporterait la tranquillité d'esprit. J'ai opté pour un système sans fil avec 4 caméras qui pouvaient être surveillées à distance via une application pour smartphone et qui stockait les images sur des cartes mémoire internes. L'installation était suffisamment simple pour que je puisse m'en occuper moi-même pendant un week-end. J'ai placé une caméra couvrant l'approche de la porte d'entrée, une autre surveillant le jardin arrière, et 2 caméras intérieures avec vue sur le salon et la cuisine. Ces emplacements permettraient de capturer toute personne entrant dans la maison tout en respectant l'intimité de notre famille dans les chambres et les salles de bain. Lana avait emmené Connor rendre visite à ses parents ce week-end-là, j'ai donc pu terminer l'installation sans interruption. J'ai testé chaque caméra via l'application, confirmé que la qualité des images était nette et vérifié que les paramètres de détection de mouvement fonctionnaient correctement. Le système semblait fonctionner exactement comme prévu. Dans ma concentration pour installer et rendre les caméras opérationnelles, j'ai oublié de mentionner le système à Lana quand elle et Connor sont rentrés. Ce n'était pas une omission délibérée. J'avais simplement d'autres choses en tête. Et comme les caméras étaient pour la protection de notre famille, il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il était urgent d'en discuter. Les caméras étaient petites et discrètement positionnées, donc elles n'étaient pas immédiatement visibles à moins de les chercher spécifiquement. Au cours des mois suivants, je vérifiais de temps en temps les flux en direct des caméras via l'application, et il n'y a jamais eu d'incident de sécurité nécessitant mon attention. Les cambriolages dans notre quartier avaient cessé après cette réunion, probablement parce que les mesures de sécurité accrues et les patrouilles de police avaient dissuadé les criminels opportunistes qui opéraient dans la région. Comme il n'y avait eu aucun problème de sécurité, j'ai cessé de surveiller régulièrement le système de caméras. L'application envoyait des notifications si un mouvement était détecté, mais comme Lana et Connor étaient à la maison la plupart des jours, ces alertes étaient constantes et pas particulièrement utiles. J'ai commencé à ignorer les notifications, confiant que le système fonctionnait en arrière-plan et stockait les enregistrements au cas où on en aurait besoin. Un vendredi après-midi, environ 8 mois après l'installation des caméras, j'ai reçu un autre type de notification de l'application. Le stockage interne était presque plein, et le système commencerait à supprimer automatiquement les enregistrements les plus anciens dans les 48 heures pour faire de la place pour de nouveaux. L'application suggérait de visionner et de sauvegarder toute séquence importante avant la suppression automatique. Je prévoyais de passer un peu de temps ce week-end à parcourir les enregistrements stockés, en partie pour libérer de l'espace et en partie par curiosité de voir à quoi ressemblaient 6 mois de notre vie quotidienne du point de vue de la caméra. J'étais en fait impatient de voir des moments que j'avais manqués en étant au travail, Connor en train de jouer, Lana vaquant à ses occupations quotidiennes, peut-être quelques interactions entre eux qui vaudraient la peine d'être sauvegardées comme souvenirs de famille. Samedi matin, après que Connor eut fini son petit déjeuner et qu'il fut occupé avec ses jouets dans sa salle de jeu,
je me suis installé dans mon bureau à domicile avec mon ordinateur portable pour examiner les enregistrements. Le système avait stocké des centaines d'heures de vidéos, organisées par date et par emplacement de caméra. J'ai décidé de commencer par parcourir rapidement les enregistrements récents en accéléré, à la recherche de quelque chose d'intéressant ou digne d'être conservé. La première heure de visionnage était exactement ce à quoi je m'attendais. Lana suivait ses routines quotidiennes, Connor jouait, et une vie domestique normale se déroulait pendant que j'étais au travail. Il y avait des extraits de Lana faisant le ménage, préparant les repas, aidant Connor avec ses activités et l'emmenant jouer dehors dans le jardin. C'était agréable de voir ces moments que je manquais habituellement. Et je me suis surpris à sourire devant l'enthousiasme de Connor pour tout ce qu'il faisait. Mais alors que je continuais à parcourir les images, quelque chose a commencé à me déranger. Il y avait une Honda Accord argentée qui apparaissait dans plusieurs clips, toujours garée dans notre allée pendant les heures de l'après-midi. Au début, j'ai supposé que c'était un véhicule de livraison ou peut-être un ami de Lana que je n'avais pas rencontré. Mais la voiture apparaissait fréquemment, plusieurs fois par semaine, et toujours pendant la même période, généralement entre 13h et 16h. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière au clip incluant cette Honda argentée. Un homme sortait de la voiture, toujours la même personne. Il semblait à l'aise en s'approchant de notre maison, comme quelqu'un qui y était venu de nombreuses fois auparavant. Ce qui m'a semblé étrange, c'est la façon dont Lana accueillait cet homme, même avec la vue limitée qu'offrait la caméra de la porte d'entrée. Je pouvais voir que leur interaction semblait familière et chaleureuse. Ils s'étreignaient brièvement avant d'entrer ensemble, et le langage corporel de Lana suggérait que c'était quelqu'un qu'elle était heureuse de voir, plutôt qu'un entrepreneur ou un prestataire de service. Je suis passé à l'examen des enregistrements des caméras intérieures pour les mêmes dates et heures. Ce que j'ai trouvé m'a fait arrêter le lecteur vidéo et m'asseoir dans mon fauteuil, essayant de comprendre ce que je voyais. Lana et cet homme, que j'apprendrai plus tard s'appelait Ryan, étaient clairement engagés dans une relation amoureuse. Les caméras intérieures les ont capturés dans des situations intimes qui allaient bien au-delà de l'amitié ou d'une simple connaissance. Ils étaient physiquement affectueux d'une manière que Lana et moi ne l'avions pas été depuis un certain temps. Je me suis forcé à continuer de regarder. Même si chaque clip était comme un coup de poing, ce n'était pas un incident isolé ou un moment d'égarement. C'était une liaison continue qui se déroulait dans ma maison, en mon absence, depuis des mois. Les enregistrements montraient que les visites de cet homme avaient lieu 2 ou 3 fois par semaine, toujours pendant la fenêtre horaire où j'étais au travail et Connor à l'école. L'aspect le plus dévastateur de ce que je voyais n'était pas seulement la trahison, mais la prise de conscience de la quantité d'efforts et de planification qui avaient été nécessaires pour me tromper. Lana avait clairement organisé son emploi du temps autour de ses visites, les programmant parfaitement pour éviter d'être découverte. Elle avait maintenu une relation tout à fait normale avec moi à la maison tout en menant cette liaison intense pendant la journée. En continuant à visionner d'autres enregistrements, j'ai découvert qu'à plusieurs occasions où son amant était venu et que notre enfant était à la maison au lieu d'être à la maternelle, Lana enfermait Connor dans sa chambre pour pouvoir être seule avec son amant. La caméra intérieure a capturé cela plusieurs fois alors que Lana était distraite dans le salon. Il y a aussi eu des cas où Lana avait tardé à aller chercher Connor à la maternelle parce que son temps avec son partenaire avait duré plus longtemps que prévu. Je pouvais voir des horodatage montrant que Connor aurait dû être récupéré à midi, mais Lana ne quittait pas la maison avant 13h, ce qui signifiait que notre fils de 4 ans attendait à l'école pendant que sa mère donnait la priorité à sa liaison. J'ai arrêté de regarder les enregistrements à ce moment-là. Les preuves de l'infidélité de Lana étaient accablantes et indéniables, mais découvrir que Connor avait été négligé et potentiellement traumatisé dans le cadre de sa tromperie était plus que je ne pouvais supporter sur le moment. J'ai fermé mon ordinateur portable et suis resté assis dans mon bureau pendant près de 2 heures, essayant de digérer ce que j'avais appris sur ma femme et la vie que nous menions ensemble. Les questions qui me hantaient pendant ces heures n'étaient pas seulement sur la trahison de Lana, mais sur mon propre aveuglement face à ce qui se passait. Comment avais-je pu manquer les signes d'une tromperie aussi étendue? Le contentement de Lana pour notre vie était-il complètement fabriqué? Qu'est-ce que je n'avais pas réussi à lui fournir pour qu'elle cherche l'intimité ailleurs? Je pensais à toutes les fois où Lana avait semblé sincèrement heureuse de notre vie de famille. Toutes les conversations où elle avait exprimé sa satisfaction d'être mère au foyer. Tous les moments où elle avait semblé aimante et engagée dans notre mariage. Tout cela n'avait-il été qu'une comédie? Avait-elle planifié ou mené cette liaison même au moment où elle semblait la plus connectée à moi et à Connor? Quand j'ai finalement quitté mon bureau et rejoint ma famille pour le reste du week-end, j'ai dû faire de gros efforts pour maintenir une apparence normale.
Lana a remarqué que j'avais l'air abattu pendant le dîner et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'avais reçu des nouvelles préoccupantes concernant la situation d'un client au travail, ce qui était une pure invention, mais qui semblait satisfaire sa curiosité. L'absence totale de culpabilité ou d'anxiété de Lana concernant ses propres tromperies était presque aussi troublante que la liaison elle-même. Elle ne montrait aucun signe de conflit intérieur au sujet de la double vie qu'elle menait. Après le dîner, elle était affectueuse avec moi de la même manière décontractée qu'elle l'avait été depuis des mois, apparemment imperturbable par le fait qu'elle avait été intime avec un autre homme quelques jours auparavant. Au cours des jours suivants, je me suis surpris à étudier le comportement de Lana à la recherche des signes de la tromperie dont je connaissais maintenant l'existence. Ce qui m'étonnait, c'était la facilité avec laquelle elle maintenait la façade de notre vie de famille normale. Elle préparait les repas, s'occupait de Connor, gérait les tâches ménagères et interagissait avec moi exactement comme elle le faisait depuis des mois. Rien n'indiquait qu'elle menait une liaison ou ressentait la moindre culpabilité pour sa trahison. Pendant cette période d'observation, j'ai dû prendre des décisions fondamentales sur la manière de réagir à ce que j'avais découvert. Mon premier instinct a été de confronter Lana immédiatement, d'exiger une explication et d'essayer de comprendre comment notre mariage avait pu se détériorer à ce point sans que je m'en rende compte. Mais j'ai réalisé qu'une confrontation émotionnelle aboutirait probablement à des dénégations, des excuses et des tentatives de minimiser la gravité de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, je me suis forcé à réfléchir de manière stratégique à ce qui serait le mieux pour Connor. Les enregistrements que j'avais vus montraient des preuves claires qu'il avait été affecté négativement par la liaison de Lana, enfermé dans sa chambre, laissé en attente à l'école, exposé à des situations d'adultes inappropriées pour un enfant de 4 ans. Toute décision que je prendrais concernant notre mariage devait donner la priorité à son bien-être plutôt qu'à mes propres besoins émotionnels. J'ai passé plusieurs nuits blanches à me demander si notre mariage pouvait être sauvé. Lana menait une liaison depuis longtemps, me mentant quotidiennement et utilisant notre fils comme accessoire dans sa tromperie. La confiance qui avait été le fondement de notre relation était complètement détruite, et je ne pouvais pas imaginer comment elle pourrait être reconstruite. Plus important encore, j'ai réalisé que Connor était élevé par une femme capable de tromperie élaborée et continue, qui était prête à négliger ses besoins pour sa propre gratification, et qui lui apprenait par son comportement que la malhonnêteté était acceptable. En tant que personne élevée par une mère célibataire d'une intégrité inébranlable, je ne pouvais pas accepter l'idée que Connor apprenne ses leçons par l'exemple de Lana. Après une semaine de réflexion angoissante, j'ai décidé de mettre fin à notre mariage. Il ne s'agissait pas seulement de punir Lana pour sa trahison. Il s'agissait de protéger Connor d'être élevé dans un environnement bâti sur des mensonges et de garantir qu'il ait au moins un parent qui lui servirait de modèle d'honnêteté et d'intégrité. J'ai commencé à rechercher des avocats en droit de la famille spécialisés dans les cas de divorce impliquant des litiges sur la garde d'enfants. Sur la base des avis et des recommandations en ligne, j'ai pris rendez-vous avec un avocat ayant une grande expérience des procédures de divorce complexes. Quand j'ai rencontré l'avocat, j'ai apporté des copies des enregistrements vidéo qui documentaient la liaison de Lana. Il a examiné les preuves attentivement et a expliqué que les enregistrements étaient recevables en justice et seraient extrêmement précieux tant dans la procédure de divorce que dans la détermination de la garde. La combinaison de l'adultère documenté et de la négligence envers l'enfant aboutirait probablement à un arrangement de garde favorable et à une protection contre les obligations de prestations compensatoires. Il a recommandé d'engager rapidement la procédure de divorce avant que Lana ne prenne connaissance des preuves contre elle. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai maintenu notre routine familiale normale pendant que l'avocat préparait la demande de divorce. Ce fut l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, agissant comme un mari aimant tout en sachant que notre mariage était déjà terminé, interagissant normalement avec Lana tout en connaissant l'étendue de sa tromperie, et me préparant à bouleverser la vie de Connor d'une manière qui serait initialement traumatisante, mais finalement nécessaire pour son bien-être à long terme. Les caméras ont continué d'enregistrer pendant cette période, documentant des preuves supplémentaires de la liaison continue de Lana. Les visites de son amant se sont poursuivies à la même fréquence, avec la même intimité décontractée qui avait caractérisé leur relation pendant des mois. Lana ne montrait aucun signe de vouloir mettre fin à la liaison ou de se sentir coupable de son comportement. Finalement, mon avocat a terminé la demande de divorce, et nous avons programmé la signification des papiers pour un mardi matin, alors que je serais au travail et que Connor serait à la maternelle. Je voulais que Lana reçoive les documents en privé, sans que Connor soit présent pour ce qui serait probablement une scène chargée d'émotions. Quand Lana m'a appelé au travail après avoir reçu les papiers du divorce, sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais, choc, colère et déni. Mais quand je lui ai parlé des enregistrements vidéo,
son ton a complètement changé. Elle a réalisé que sa liaison avait été documentée en détail et que ses tentatives de déni seraient vaines. Elle a alors tenté de me rejeter la faute, affirmant que je n'étais pas assez présent dans notre mariage. La procédure de divorce a pris plusieurs mois, mais les preuves que j'avais rassemblées ont rendu l'issue en grande partie prédéterminée. L'avocat de Lana a tenté de négocier un accord qui lui accorderait une prestation compensatoire et un temps de garde important avec Connor, mais les enregistrements de sa liaison et de sa négligence envers notre fils rendaient de tels arrangements impossibles à justifier. Finalement, j'ai obtenu la garde principale de Connor, Lana bénéficiant au départ d'un droit de visite supervisé. Le tribunal a déterminé que son comportement avait créé un environnement instable pour Connor et que ses intérêts seraient mieux servis en vivant principalement avec moi. Lana a été tenue de suivre des cours de parentalité et une thérapie avant que ces visites ne puissent devenir non supervisées. Le règlement financier a été simple, car nous avions un contrat de mariage et l'adultère de Lana éliminait toute prétention qu'elle aurait pu avoir à une pension continue. Elle a reçu sa part de nos biens communs, mais aucune prestation compensatoire, et j'ai conservé la maison et la garde principale de Connor. Dans les mois qui ont suivi le divorce, j'ai réduit mes heures de travail pour me consacrer à mon rôle de parent célibataire, avec l'aide de garde d'enfants. Connor s'est adapté remarquablement bien à notre nouvelle routine, et j'ai réalisé qu'il était en fait plus détendu et en sécurité qu'il ne l'avait été pendant les derniers mois du mariage. Il n'avait plus à être témoin de la tension qui existait entre Lana et moi, et il ne subissait plus la négligence et la confusion qui résultaient de l'attention partagée de Lana. Avec le recul, je réalise que la promesse que je m'étais faite enfant de ne jamais abandonner ma famille comme mon père nous avait abandonnés m'avait préparé à gérer cette situation en donnant la priorité aux meilleurs intérêts de Connor. Bien que mon mariage ait échoué, j'avais réussi à offrir à mon fils la stabilité et une éducation honnête pendant une transition difficile. Les caméras cachées avaient révélé une vérité douloureuse mais nécessaire à reconnaître. Parfois, protéger sa famille signifie prendre des décisions difficiles à court terme mais essentielles pour le bien-être à long terme. La liaison de Lana et sa négligence envers Connor avaient rendu notre famille fondamentalement instable. Peu importe à quel point notre vie semblait normale en surface. Connor et moi avons construit ensemble une nouvelle routine qui semble plus authentique et paisible que les dernières années de mon mariage. Bien que le divorce ait été douloureux, je sais que j'ai fait le bon choix pour nous deux. Mon fils apprend ce que signifie vivre avec intégrité et honnêteté, des valeurs qui lui seront utiles tout au long de sa vie.